auditeurs de Radio Tchad Info, chers internautes, bonsoir. Nous sommes une fois de plus sur ce plateau pour vous faire vivre la suite de cette journée de vote, cette journée à la date du 6 mai 2024, où le premier tour de l'élection présidentielle se déroule. Les opérations de cette élection ont commencé effectivement dans les provinces, comme ici à N'Djamena, déjà très tôt ce matin. On a remarqué quelques situations, quelques informations également qu'on aimerait vous faire vivre avec nos reporters sur le terrain, comme ce matin déjà. Donc c'est à la suite de cette édition spéciale qui se déroule actuellement sur ce plateau. Je suis avec mains invités, mais avant de les présenter, chers téléspectateurs, chers auditeurs et chers internautes, je vous invite à suivre quelques images du candidat Nas Radimas Ngar, candidat du parti Un Nouveau Jour, qui lui a voté ce matin dans le Grand Moyen Charrier. Nous n'avons pas eu le temps de faire passer ces images ce matin. Actuellement, je vous invite à suivre d'abord ces images et nous reviendrons sur ce plateau avec nos invités pour la suite de cette deuxième partie d'édition spéciale présidentielle. Nous sommes des humains comme les autres humains dans d'autres pays. C'est pour cela donc que ce vote est extrêmement important et je vois déjà beaucoup de Tchadiens prendre d'assaut ici à Sarre les bureaux de vote. C'est un bon signe et j'encourage les autres aussi à faire de même pour que ce soir la page du passé, la page noire soit tournée et qu'une nouvelle page donc s'ouvre pour le Tchad. Dimas Ngar, candidat du parti Un Nouveau Jour ce matin après avoir accompli son devoir civique. Chers téléspectateurs, je l'annonçais, je suis avec mes invités. Christian bonjour, sinon bonsoir. On a eu à passer un petit moment sur ce plateau en début de cette édition spéciale. Nous sommes encore une fois de plus ici pour continuer avec la suite de la journée. J'espère que tout va bien. Oui, pour l'heure, tout va bien. Merci. Et de ce côté, nous avons Madisamba Ngardino, vous êtes directeur de publication de Tchad Info TV. Bonsoir. Bonjour, madame. Alors, avec vous, nous allons aborder l'évolution de cette journée. Moi, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez remarqué? En termes de constat, je dirais que c'est un constat contrasté. Okay. Il y a des arrondissements où tu remarques la détermination, la motivation des électeurs. Beaucoup d'engouement. Beaucoup d'engouement. Oui. Beaucoup d'engouement. Où tu remarques sous le soleil, même à midi, les gens qui font une longue queue pour pouvoir voter. Oui. Parce que ça leur tient à cœur. Et de l'autre côté, il y a certains arrondissements où l'engouement est moindre, est peu élevé par rapport à d'autres, en comparaison à d'autres arrondissements. C'est ce que j'ai pu remarquer lors de cette journée électorale. Même constat pour vous, Christian? Justement, je m'inscris dans cette logique. Comme Madi l'a dit, il y a des arrondissements où l'engouement est palpable. Et tout à l'heure, j'ai parcouru les réseaux sociaux. Voilà. À partir de là, on a remarqué que dans certains quartiers, les gens se sont abstenus d'aller accomplir leur devoir citoyen. Alors que dans d'autres arrondissements, il y a cette affluence dans les bureaux de vote pour voter le futur président du Tchad. Donc, c'est encore mitigé. On le disait déjà ce matin que le réel enjeu de cette élection sera la participation à mi-journée. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la participation de manière générale? Est-ce que le réel enjeu est la participation? J'en doute un peu. La participation, d'accord, parce que ça crédibilise, ça légitime toute élection, la participation. Mais je pense que la participation va être plus importante que le référendum électoral. Le référendum de décembre, je pense. Parce que, habituellement, que ce soit au Tchad ou dans d'autres pays d'Afrique, l'élection présidentielle est celle qui mobilise le plus de fruits.
ou bien au référendum constitutionnel où voilà, quelquefois on vote pour des textes qu'on ne maîtrise même pas. Donc, je suis persuadé que le taux de participation sera plus élevé que lors du référendum de décembre dernier. Maintenant, la deuxième position, votre question par rapport à l'enjeu, je suis persuadé que ce n'est pas seulement la participation. Au début, on croyait que le président de transition partait vraiment avec une longueur d'avance. Mais au vu de la campagne de 3 semaines écoulées, on s'est aperçu que vraiment il y a une concurrence. Certes, le président de transition Mamadou Bikno a bougé les foules, mais à côté de lui, il y a d'autres favoris. Justement. Certes, il peut être favori, mais à côté de lui, il y a le Premier ministre, son actuel Premier ministre, c'est Masra, qui a également drainé les foules. Et en troisième position, on peut citer l'ancien Premier ministre Payim Badak Albert. Donc, disons que les cartes ont été redistribuées pendant la campagne. Ce n'était pas l'appréhension qu'on a eue au début. On pensait que voilà, la route était balisée pour une victoire dès le premier tour du candidat Madi Zéhu. Non, mais à ce qu'on a constaté lors de la campagne, ça va être peut-être un peu plus serré. On n'est pas dans l'esprit de Dieu, voilà, on n'a pas les sondages et tout ça, mais ce qui est sûr, ce serait un peu plus disputé que ce qu'on pensait avant la campagne. Vous partagez cet avis? Ajouter à l'enjeu qui sera le taux de participation, j'ajouterais aussi la transparence. Actuellement, c'est sur ce mot que tout se joue. Dans les deux camps, on appelle à des élections libres et vraiment transparentes. Donc, l'ange a cette responsabilité de pouvoir mener à bien cette élection. De garantir la transparence. Justement. Je reste avec vous, Christian Aladim. Parlant de la transparence, des organisations de la société civile et des partis politiques ont mobilisé des observateurs qui, à la longue, on se rend compte qu'ils n'ont pas l'accréditation pour être observateurs. Racontez-nous. Ah oui, tout à l'heure, il y a l'Union européenne qui a conduit un communiqué pour décrier cela, puisque selon cette organisation, le fait qu'il n'y ait pas d'observateurs à une élection ne donne pas vraiment de la crédibilité à celle-ci. Et là, il faut le décrier. Je crois que les organisations qui ont demandé à être observatrices lors de cette élection ont aussi fait un communiqué pour déplorer cela. Et selon les raisons, dit-on qu'elles n'ont pas adressé la demande d'accréditation à temps. Alors qu'il y a un délai à respecter. Bon, on ne sait pas la version de l'ange. L'ange n'a pas encore donné sa version. Si effectivement ces organisations ont demandé les accréditations à temps. Donc, si on n'a pas des observateurs dans les bureaux de vote, si on n'a pas des représentants, parce que même pour les partis politiques, il faut aussi une demande d'accréditation avant que les délégués ne se présentent dans les bureaux de vote. Alors, les critères, on ne sait pas. Peut-être que c'est trop serré. Et si jamais on n'a pas les observateurs, on n'a pas les délégués dans les bureaux de vote, la crédibilité de l'élection sera vraiment mise en doute. Nous poursuivons le débat avec vous, Madi Sambay, mais avant, Yassine Fadou Madi, vous avez fait le tour de quelques bureaux de vote, notamment dans le 1er et le 2e arrondissement. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous nous entendez? Le Tchad Info, nous nous trouvons actuellement à Farsha, dans le 1er arrondissement de la ville de N'Djamena, précisément au quartier Ardeb Timan, où nous sommes venus, n'est-ce pas, prendre un peu l'ambiance qui se
qui prévoit dans les bureaux de vote. On a essayé, avant d'arriver ici à Farsha, dans ces bureaux de vote, on a essayé de faire, en tout cas, le tour de certains bureaux de vote. On constate qu'il y a l'affluence, les gens sortent pour voter. Mais puisque nous sommes à Ardebtiman, nous sommes avec un membre du bureau de vote qui va donc essayer de nous expliquer un peu comment ça se passe ici depuis le matin jusqu'à maintenant. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je suis membre du bureau numéro 4. Ici, précisément, nous sommes à Facha, et plus précisément au quartier Ardeb. Alors, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Oui. On vous appelle, votre nom s'il vous plaît. Bon, je réponds au nom de Adamia. Je suis vice-président du bureau numéro 4. Alors très bien, monsieur Yaya, depuis le matin, les votes se passent dans ce bureau. Alors pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que ça se passe, l'ambiance qui se déroule ici? Oui, depuis le matin, nous sommes commencés à 6h15. Plus précisément, nous, on n'a même pas eu de problème. Ça passe très bien. Et jusqu'à là, la vote continue. Et puis, c'est une bonne marche. Est-ce que les gens sont sortis nombreux voter? Oui, les gens sont sortis massivement pour faire la vote. D'accord. Alors, on note quelques incidents. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Pas de problème à votre niveau? Non, RS, aucun problème pour l'instant. Donc, on n'a même pas eu de problème. D'accord. D'accord, très bien. Merci, monsieur Yaya. Très bien, je vous remercie aussi. Merci. Nous remercions donc monsieur Yaya, en tout cas qui s'est livré à nous, qui vient donc de nous dire en quelques mots qu'est-ce qui se passe depuis ce matin dans ce bureau d'Ardeb Timan. Donc voilà, mesdames et messieurs, on rappelle qu'aujourd'hui c'est le CIMA, donc la journée qui est dédiée donc à l'élection présidentielle qui permet le Merci Hyacinthe, nous l'avons bien entendu. Depuis ce matin, le bureau s'est ouvert à 6 heures, et puis voilà, le vote se poursuit, les gens ils participent. C'est ce que nous avons entendu de cet observateur, sinon de ce chef de bureau de vote que vous avez rencontré. Merci Hyacinthe. À très bientôt pour un autre bureau de vote. Chers invités sur ce plateau, voilà, je me rappelle de ce que j'avais à vous poser comme question. Les observateurs non accrédités, qu'est-ce qui se passe? Christian nous a donné quelques éléments de réponse. Ils n'ont pas adressé la demande à temps. Ça représente quoi? D'abord, il faut préciser que une élection sans observateur, ça pose problème en termes de crédibilité et de transparence. Donc, c'est de bonne loi qu'il y ait des observateurs. Et déjà, je vais aussi préciser que le Tchad a été salué pour la conduite de la transition par rapport à d'autres pays d'Afrique, centrale ou de l'Ouest, où ces 2 ou 3 dernières années, il y a eu, disons, des changements anticonstitutionnels de pouvoir. Ouais, Mali, Niger, Burkina Faso, Gabon. C'est le Tchad qui est le premier pays aujourd'hui à conduire à son terme sa transition. Et aujourd'hui, ne se présenterait pour le temps constitutionnel. Donc, déjà, ça a été salué. Donc, j'estime qu'il est bon à loi que les observateurs puissent être accrédités pour observer l'élection présidentielle. Maintenant, je ne suis ni dans le secret de Dieu ni dans le secret de l'ange. Normalement, l'ange a prévu que les demandes devraient être adressées au moins 5 jours avant l'élection. Pour être arrêtés comme observateurs. Donc, voilà, peut-être certains l'ont fait, ils ont reçu l'accréditation. Peut-être on l'ont fait un peu tard. Donc, je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir qui a adressé la demande tôt, qui a adressé la demande tard. Mais normalement, ça devait être adressé au moins 5 jours avant l'élection. Selon les textes de l'ange. Absolument, selon le code électoral. Absolument. Mais là, il y a, au moment de la campagne, il y a certains candidats qui ont appelé leurs militants à aller être des sentinelles dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'ils n'ont pas d'accréditation et que ça pose problème, ils ne peuvent pas observer. Au soir du vote, à quoi devrait-on s'attendre? À un dépouillement sans observateur? Normalement. Ça, normalement, il n'est pas interdit de filmer. C'est la publication des résultats qui est interdite. Ça, il faut le préciser.
c'est l'ange seul qui est habilité à publier le résultat provisoire et le Conseil constitutionnel a publié le résultat définitif. Donc, l'interdiction est faite par rapport à la publication des résultats. Maintenant, si en tant que délégué des candidats, je filme les procès-verbaux, qu'est-ce qui m'interdit? Rien ne m'interdit de publier. Rien ne m'interdit de filmer. De filmer. Oui, de filmer, exactement. C'est la publication qui est interdite parce que seul l'ange a publié les résultats provisoires et le considère les résultats définitifs. Donc, rien ne m'interdit. Maintenant, par rapport aux acquisitions, comme je l'ai dit, normalement, tout candidat devrait avoir des représentants dans les bureaux de vote s'il en fait la demande. Maintenant, si la demande n'est pas faite, la faute incomberait au candidat. Mais si la demande a été faite et que... Dans le délai? Oui, dans le délai, justement, et que les candidats ne sont pas acceptés, ça, c'est une irrégularité qu'il faudrait relever. Mais je on n'est pas dans le secret de tout ce qui s'est passé à l'ange pour pouvoir dire aujourd'hui qui a été accrédité, qui n'a pas été accrédité. Donc, normalement, dans le délai, ça devrait être accepté. Mais ça n'a pas été accepté. Ça, il faut classer dans le registre des irrégularités. Évidemment, je m'apprêtais à poser cette question à Christian. Le fait qu'il n'y ait pas d'observateurs dans les bureaux de vote, pas quand même 0 observateurs, mais pas assez d'observateurs du goût des membres de la société civile, est-ce que ça constitue une irrégularité? Justement, comme Madisamba l'a souligné, ça constitue une irrégularité. En fait, les observateurs, ce n'est pas pour rester sur place. Moi, c'est une équipe qui fait des tours dans les bureaux de vote pour constater s'il y a des manquements ou pas. Ouais. Alors, si on ne délivre pas assez d'accréditation à des personnes qui doivent faire le tour pour constater si tout va bien ou pas, c'est que on ne sait pas si on veut cacher quelque chose. Donc, ça, c'est une irrégularité qui pourrait conduire les partenaires du Tchad à ne pas trop croire au processus ou aux résultats qui seront peut-être publiés d'ici le 21. Les résultats seront publiés d'ici le 21, donc après une vingtaine de jours. Madisamba Ngardino, nous avons discuté un tout petit peu avec Christian avant votre arrivée sur ce plateau. Cette élection se passe dans quel contexte? D'accord. Comme Christian l'a dit, les résultats seront publiés d'ici 2 semaines à une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours pour rectifier. Le Conseil général, il faut le situer. Il y a eu ce qui nous a conduit, ce qui a conduit le Tchad à cette transition, c'était la mort au front du président Idriss Déby Itno en avril 2021. Au lendemain de sa proclamation comme vainqueur de l'élection présidentielle de 2021. Exactement. Donc, l'armée a désigné Idriss Déby Itno, son fils, qui était à l'époque celui qui dirigeait la DGCI. DGCI, c'est la principale division. Division de l'armée tchadienne. Voilà, qui dirigeait, donc, qui présidait, disons, assurait aussi la garde présidentielle d'extrêmement. Donc, l'armée l'a désigné comme président de transition en avril 2021. Donc, il s'est engagé lors de son premier discours à rendre le pouvoir aux civils au bout de 18 mois. Après, il s'est engagé dans les négociations pour arriver à l'accord de Doha en août 2022 avec les... Madisamba, nous reviendrons avec vous pour cette mise en contexte. Mais la régie nous signale que Habiba Nguini, qui est un de nos reporters sur le terrain, est prête à nous faire le point de la situation, de là où elle se trouve. Habiba, bonsoir. Oui, bonsoir Ghislaine. Nous sommes en pleine ville de la capitale N'Djamena, présentement. Alors, racontez-nous. Au quartier Ambassana, dans le 3e arrondissement, le vote a débuté ce matin et j'ai à côté de moi le responsable du bureau de vote numéro 14 qui va nous ouvrir ses impressions. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Vous pouvez vous présenter? Bon, je réponds au nom de Ali Mbodo Abdoulaye, président du bureau numéro 14, Ambassana. Quelles sont vos impressions par rapport au scrutin de ce matin? Bon, par rapport au scrutin de ce matin, nous sommes venus très tôt le matin, nous le président, secrétaire et le vice-président. Nous sommes venus à 5 heures. Très tôt le matin, nous sommes venus vérifier les matériels présentés. On a vérifié et après à 6h, 6h30, on a commencé avec les préparatifs. Et à 6h35 comme ça, les gens commencent à venir pour les votes. Est-ce qu'il y a une participation? Participation. Les citoyens viennent quand même voter? Oui, mais pas totalement, mais ils viennent quand même. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes, des incidents? Non, pour le moment, on n'a pas rencontré des problèmes ou des incidents, non. D'accord, merci. Ah oui, Ghislaine, je crois que vous nous recevez. Cette élection permettra le retour à l'ordre constitutionnel et mettra fin à la transition qui a commencé il y a de cela 3 ans. Et je rappelle jusqu'ici, il n'y a aucun incident qui s'est produit. Ah, voilà à peu près ce qui provoque dans les différents centres de vote du 3e arrondissement. Merci Abiba. Nous retenons qu'il n'y a eu aucun incident dans les 14 bureaux de vote du 3e arrondissement que vous avez eu à parcourir. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons d'un moment à l'autre pour faire le point dans des situations dans d'autres bureaux de vote, tant que la situation évolue. Christian Aladim, nous reviendrons sur ce plateau avec vous. Oui, la régie, quelque chose à signaler? D'accord. Bien, évidemment. Nous avons situé, juste avant de reprendre en Guinée, le contexte de cette situation, donc mort de Idriss Déby Itno, et la transition commence. Et on en arrive au dialogue national inclusif et souverain, le référendum, et cette élection fait partie de l'une des résolutions du dialogue. Est-ce qu'on peut dire que le pari de la transition est gagné? Si je me souviens, ce matin, lors du vote du président de transition, dans ses impressions, il a dit qu'il a accompli sa mission. Donc je pense que c'est le cas. Il avait ce pari d'organiser l'élection présidentielle dans le délai de 24 mois, donc pour marquer la fin de la deuxième phase de la transition. Et en organisant aujourd'hui cette élection, c'est que le pari est vraiment gagné. Le pari est vraiment gagné. Madi Sobay, vous avez quelque chose à ajouter? Je vous entends sourire. Justement, ce qui me tique un peu, c'est que, disons, je l'ai dit tout à l'heure, le Tchad fait partie d'exemples par rapport aux pays en transition depuis quelques années en Afrique, que ce soit du centre ou de l'ouest. J'ai cité par exemple le Gabon, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Mais le contraste, c'est que dans ces pays, Mali, Burkina, Niger par exemple, on met la pression sur les dirigeants de la transition pour qu'ils soient candidats à l'élection post-transition. Et c'est d'ailleurs le principe, selon les textes de l'Union africaine. Au Tchad, on a parlé de l'exception tchadienne. Donc vous voyez aujourd'hui, les dirigeants de la transition sont tous candidats. Vous voyez le président de transition, son premier ministre. Ils sont dirigeants de la transition, mais ils sont candidats à l'élection présidentielle. Même ceux qui ont eu à diriger la première phase, ils sont même Païmi, voilà, celui qui a dirigé le gouvernement de la première phase de la transition. C'est qui tranche nettement avec les textes de l'Union africaine. Donc ça pose question. On se dit, est-ce que les dirigeants du Mali, du Niger, du Burkina Faso ne vont pas s'inspirer de l'exemple tchadien? Donc en termes d'accouchement de la transition, si vous permettez l'expression, d'accord, le Tchad fait preuve de bon exemple. Mais dans l'autre sens, quand les dirigeants de la transition tchadienne sont candidats aux élections,
Que penser d'autres ceux des pays que j'ai cités? Ça fallait espérer. Que c'était pas du tout impossible de ne pas... Ouais. Non, mais sincèrement, si on se veut démocrate, si on respecte les textes de l'Union africaine, par exemple, donc je m'interroge en fait, je m'interroge. Et la question reste telle qu'elle. Mais le président de l'Ange disait que de cette élection se joue la paix et la cohésion sociale du Tchad. Qu'est-ce que ça vous laisse entendre? Normalement, une élection présidentielle devrait être le creuset de la paix, de l'union d'une nation, parce que c'est un homme, une femme, disons-le. Mais là, le verbe qui est employé, c'est le verbe jouer. Voilà, c'est un homme, une femme qui est désignée pour diriger, pour présider à la destinée d'une nation. Donc, normalement, dans un état normal, dans un état démocratique, ça devrait se faire dans la paix. Mais on connaît notre contexte. On connaît le contexte du Tchad, un contexte très compliqué. Donc il a raison d'appeler à la paix. Parce qu'on connaît les conflits post-électoraux qui arrivent. Pas seulement le Tchad, mais toute l'Afrique, disons. Ça arrive souvent. Il y a des conflits post-électoraux. Donc il a raison d'appeler à la paix. Que le vainqueur puisse être félicité par les vaincus et que les vaincus puissent reconnaître leur défaite pour que la situation avance. Parce qu'en fin de compte, c'est l'histoire de toute une nation qui se joue. Ce n'est pas d'un individu. C'est l'histoire de toute une nation qui se joue et pas d'un individu. Ngena Ondom Cynthia, bonsoir. Vous avez également parcouru quelques zones, sinon quelques bureaux de vote. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Ghislaine, ici nous sommes dans le 10e arrondissement. Nous avons sillonné le 8e jusqu'au 10e arrondissement en ce moment. Et il y a quelques bureaux de vote où il y a encore de l'engouement. Certaines personnes viennent encore exercer leur devoir citoyen, voter bien sûr. Et là, nous avons juste à côté de nous le président du centre de vote du bureau de vote numéro 1 du quartier Gozator dans le 10e arrondissement, qui va un peu nous expliquer comment s'est déroulé un peu le vote durant toute la journée, depuis le matin jusqu'à présent. Bonjour, Monsieur Hassan. Bonjour. Okay. Vous pouvez nous dire un peu comment s'est déroulé le scrutin, le vote, pardon, depuis le matin jusqu'à présent? Bon, le vote se déroule dans les bonnes conditions parce que très tôt le matin, tous les dispositifs sont déployés, sécuritaires, matériels, ainsi de suite. Et la population est sortie massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. En tout cas, jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de difficultés, comme on dit. Les choses se déroulent dans l'ensemble. Alors, c'est à quoi que tous les dispositifs sont réunis, les responsables des bureaux de vote et les membres du bureau de vote ne manquent de rien pour permettre aux citoyens de voter normalement? Bon, en termes de manquement, je ne pense pas. Jusqu'à là, les choses se déroulent dans les bonnes conditions et nous continuons quand même dans le même rythme. Il n'y a pas de difficulté, comme on le dit. Donc, ça va pour le moment. D'accord, nous vous remercions pour... Alors, Ghislaine, à entendre le président du bureau de vote, M. Hassan, tout se passe bien dans son bureau de vote, le numéro 1 de Gozator dans le 10e arrondissement. Cependant, les Tchadiens ont jusqu'à 18 h pour passer dans les différents bureaux de vote installés dans les différents carrés des quartiers de N'Djamena pour voter normalement. Merci. Les Tchadiens ont jusqu'à 18 h pour voter. Merci beaucoup. Vous êtes à Gozator, donc vous venez d'émettre du bureau de vote numéro 1 dans le 10e arrondissement au quartier Gozator. Merci Ngena Ondom Cynthia, que nous retrouverons d'un moment à l'autre, peut-être dans un autre bureau de vote. Je reviens avec vous, Christian Aladim. Pourquoi des conflits post-électoraux sont fréquents en Afrique, comme l'a dit Madi Sambaye? En fait, c'est que très souvent, lors des élections, il y a des tendances qui se dégagent. Par exemple, actuellement, avec le cas du Tchad, pour cette élection qui se déroule aujourd'hui, on sait qu'il y a deux camps en face. Il y a deux camps favoris. En tout cas, deux camps en face. Il y a le camp de la continuité porté par le MPS qui soutient
le président de transition, donc Mamadou Idriss Déby Itno. Et il y a le camp du changement qui est incarné par les 9 autres candidats. Ouais. Donc, si on prend par exemple le camp de la continuité, porté par le MPS, je pense que ça fait 34 ans que le MPS est aux commandes. Et au vu des résultats des années de cette gouvernance, le peuple veut un changement. Ouais. Alors que ceux-ci veulent continuer peut-être avec un autre modèle ou une autre forme de gouvernance. Justement. Et il y a le camp du changement qui a vraiment envie que ça change à tous les prix. Alors, quand il y a cette tendance comme telle, sûrement, ça peut engendrer des conflits. Dès lors que le camp de la continuité a toujours la même mise, dès lors que le camp de la continuité a tous les pouvoirs possibles, parce que toujours au pouvoir, gagne les élections, le camp du changement dira que non, vous avez triché. Et c'est alors que les conflits post-électoraux naissent. Voilà, tout aisément. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? C'est vraiment à cause de ces aspects que l'on parle de l'élection sous haute tension? Pour compléter, Christian, en fait, les élections devraient être des occasions de célébration de la démocratie. Mais voilà, compte tenu du contexte, voilà, de l'histoire de la démocratie qui est très récente en Afrique, l'histoire de l'Afrique, elle est faite, disons, de pouvoirs patrimoniaux. Ouais. L'Afrique, voilà, c'est un père qui décède, et puis voilà, c'est le fils qui lui succède. Donc, on parle en termes plus de dynastie en Afrique. Donc, ça fait que la démocratie, c'est un nouveau modèle en fait. Donc, elle est en train de s'implémenter. Elle ne s'est pas encore vraiment implémentée en Afrique. C'est ce qui est la plupart du temps la source, la cause des conflits que nous connaissons en Afrique. On n'est pas encore habitué vraiment à la démocratie. C'est quelle est la source des conflits en Afrique. Et comme il l'a dit, voilà, il y a souvent le camp du pouvoir qui veut perpétuer le pouvoir continuer, et puis il y a le camp d'en face qui veut le changement. Et voilà, quand il y a cet antagonisme, ça crée le choc. Voilà, cet antagonisme crée souvent des troubles et des troubles. Ouais. Nos reporters ont également sillonné quelques bureaux de vote dans l'ensemble pour constater est-ce que tout va bien. C'est dans l'objectif de constater est-ce que tout se déroule bien. Nous avons rencontré un cas que nous avons envie de vous présenter. La régie, est-ce que la capsule est prête pour nos téléspectateurs? Évidemment, nous avons, la régie me signale une petite erreur technique. Qu'à cela ne tienne, je parlais d'un jeune qui était dans un bureau de vote pour voter avec sa carte, sauf que sur la liste électorale, il n'avait pas son nom, il avait témoigné au micro de nos reporters. Est-ce qu'on peut jouer cette capsule? Je me suis fait enrôler en face du marché d'Embe, à côté, devant la maison du sultan. Et alors, quand j'étais parti ce matin pour aller me faire filmer là, on m'a orienté vers Aix-Bar-Verjus pour que je puisse aller voter. Et j'ai sillonné presque tous les bureaux de vote, presque 5 ou 6 bureaux, mais je n'ai pas pu trouver mon nom. Et jusqu'à là, je n'ai pas pu voter aussi. Et jusque-là, il n'a pas pu voter. Madiseba Ingardino, ça vous parle ce cas? Ça me fait sourire. D'accord. Ça me fait sourire. Parce que le contraire ne m'aurait pas surpris. Qu'il ait par exemple son nom sur la liste électorale, mais qu'il n'ait pas sa carte. Sa carte. Ouais. Ça ne m'aurait pas surpris parce qu'on a eu comme ça ces cas. Des gens qui se sont fait enrôler, mais qui n'ont pas eu leur carte. Mais qu'il ait sa carte et qu'il n'ait pas son nom sur la liste électorale, c'est ça qui me surprend. Donc je classe ça là dans le risque des irrégularités comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça me surprend vraiment. Ça me surprend.
C'était pas attendu du tout. Mais Christian, ce cas, il est hors du commun? Bon, pas totalement, parce qu'il y a des cas où quelqu'un s'est enrôlé peut-être dans le 7e et son nom se retrouve sur la liste du 10e. Du 1er ou 2e arrondissement, quelquefois dans les provinces. Donc cela peut faire partie des erreurs que l'équipe technique au niveau de l'Ange aurait à commettre. Et également, on a parlé de ceux qui avaient le choix de voter avec une pièce d'identité. Est-ce que vous avez entendu parler de ces derniers? Est-ce qu'ils ont pu voter? Oui, c'est possible. Voilà. Dans la continuité de ce que Christian vient de dire, certes, il y a des gens qui sont fait enrôler. Parce qu'il faut le relever aussi. Tout n'est pas de la faute de l'Ange, des organisateurs de l'élection. Il y a des gens qui se sont fait enrôler, mais après, voilà, ils viennent essayer de voter dans notre bureau en fait. Localité. Voilà, c'est ça. Donc, ça, il faut le relever. Si tu es nomade, ça peut se comprendre. Et moi, j'ai eu des gens nomades, voilà, qui sont fait enrôler, mais qui sont venus voter dans d'autres bureaux, et puis on leur a permis de voter parce qu'ils sont nomades. Mais si tu es sédentaire, tu dois aller voter dans le bureau de vote où tu te fais enrôler, normalement. Mais voilà, il y a des gens comme ça. C'est pas la dernière élection. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas voté au référendum, qui ont voté seulement à l'élection présidentielle de 2021. Donc ça fait 3 ans. En temps là, ils sont déplacés. Mais ils n'ont pas pris le soin d'aller lors de la dernière remise en révision du fichier là. Merci beaucoup, révision du fichier électoral. Ils n'ont pas pris le soin d'aller se faire enrôler. Donc aujourd'hui, c'est face à un dilemme. Face à un dilemme. Ils sont fait enrôler par exemple dans le 5e, aujourd'hui c'est dans le 9e, ils n'ont pas pu voter. Et ça, ce n'est pas de la faute de l'Ange, cela. Ce n'est pas de la faute de l'Ange. Et on a constaté ces cas-là. Ouais. Ces cas existent, c'est pas les plus isolés. Il y a également d'autres cartes d'électeurs qui n'ont pas eu de preneur. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Christian? Alors, par exemple, lors du référendum, comme différents acteurs politiques ont appelé au boycott, personne n'est sorti retirer sa carte. Cela peut s'expliquer par... entre-temps, la raison avancée, c'était que si tu votes ou tu ne votes pas, le résultat est toujours le même. Donc, il ne fallait pas aller retirer sa carte, il ne fallait pas exercer ce droit de vote. Alors que pour la présidentielle, c'est une élection d'une grande importance. Je crois que les candidats, même ceux qui ont appelé au boycott, lors de la campagne électorale, ont appelé leurs partisans à aller retirer les cartes. Malheureusement, ça pourrait être aussi le cas des personnes qui se sont déplacées, et autres comme Maïsima l'a souligné. Donc, dès lors qu'on se déplace, on ne revient plus. Il y a également des sites d'enrôlement quelquefois on ne retrouve plus. Les lieux de vote déplacés ça et là. Donc, ce sont des éléments qui peuvent expliquer le fait que bien des cartes se sont retrouvées sans propriétaire jusque-là. Et qu'est-ce qu'on ferait de ces piles de cartes qui n'ont pas trouvé de preneur? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ça veut dire que ceux-là, ils ne peuvent pas, aller choisir celui qui devrait présider à la destinée du Tchad demain. Ils ne peuvent pas. Comme Christophe l'a expliqué, normalement, s'ils avaient retiré leur carte, parce que il faut retenir, beaucoup de camps avaient appelé au boycott du référendum. Mais subitement, certains qui avaient appelé au boycott, surtout aujourd'hui, à demander leurs militants d'aller voter. Ils sont candidats. Il fallait anticiper. Même si vous n'êtes pas pour le référendum, appelez au moins vos militants à retirer leur carte, parce qu'il y a d'autres élections qui arrivent. Il y a eu le référendum en décembre dernier. Maintenant, il y a la présidentielle. Il y a d'autres élections qui viendront. Qui arrivent. Législatives, on parle d'élections au général. Il faut avoir sa carte. Maintenant, choisir à quelle élection il faut aller participer, voter. Donc voilà, la carte au moins, c'est là-bas, c'est le fondement. Ouais. La carte, c'est le fondement. Ouais. Nous retrouvons Bekoutou Junior. Vous êtes stationné dans le 7e, si je ne m'abuse. Bonsoir. Junior, vous nous recevez?
Alors, où est-ce que vous êtes exactement? Dites-nous ce qui se passe. Okay, actuellement, nous sommes au lycée de Walia. Ici, il y a plus de 21 bureaux de vote. Et les choses se passent dans la tranquillité totale d'après notre observation. D'après notre observation, et les électeurs qu'on a pu rencontrer également nous ont donné le même témoignage. Ici, à côté de moi, j'ai quand même un électeur qui peut nous livrer son témoignage. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes électeur depuis le matin, vous avez pu voter. Dites-nous comment se passent les choses. Ok, depuis le matin, je suis venu pour voter et je n'ai pas la carte électeur, j'ai le permis, mais ils n'ont pas voulu accepter ça. Donc, je suis obligé de rentrer. Après, je suis revenu. Ils m'ont permis de voter. Donc, c'est ce qui est passé ce matin. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ce matin pour voter. Ils n'ont pas la carte électeur, et l'acte de naissance, carte nationale et autres. Des pièces qu'ils ont annoncées à la radio, mais ils n'ont pas accepté. Ils disent qu'il faut absolument être enrôlé ici. Si vous avez votre nom, vous pouvez voter. Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas voter. Donc, beaucoup de gens sont rentrés sans voter aussi. Donc il faut absolument être inscrit au moins dans le fichier électoral pour voter, avec carte ou bien sans carte, ou ne serait-ce qu'une pièce d'identité nationale ou quelconque. Donc Ghislaine, nous avons également pu faire au 6e arrondissement. Là-bas, il y a quand même des irrégularités constatées où on constate une absence totale de forces de sécurité qui devraient plutôt assurer la sécurité des électeurs et des urnes. Malheureusement, ces derniers ne sont pas présents, mais le vote s'est fait quand même dans la tranquillité, comme nous avons pu observer. Les observateurs également de leur côté, on n'a pas constaté le nombre, bien qu'il y a 10 candidats inscrits pour la compétition à la présidence. Maintenant, on a seulement que 3 délégués, les délégués des 3 candidats plutôt, le délégué de la coalition Justice Égalité, le délégué de la coalition Tchad Uni, aussi le délégué de RNDT Le Réveil, qu'on retrouve sur le terrain, mais pour les autres, c'est difficile de les retrouver en tout cas. Nous reprenons l'antenne. Merci Junior. On a bien compris, 21 bureaux de vote à Walia dans le 9e arrondissement, donc je me suis trompée, c'était pas le 7e mais plutôt le 9e arrondissement. Et l'électeur que vous avez, l'électeur que Junior a interviewé, n'a pas compris le terme de on pouvait voter avec une pièce d'identité, mais à condition que vous soyez enrôlé bien avant. Donc, il le dit, hein, beaucoup de gens sont rentrés parce qu'ils sont venus avec leur pièce d'identité. Ils n'avaient pas de carte, ils n'avaient pas non plus leur nom sur la fiche électorale. Donc, c'est dommage. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui. Effectivement. Oui. Il faut avoir été enrôlé. C'est la condition en fait. Il faut avoir été enrôlé. Si tu es enrôlé, ensuite, si tu perds ta carte d'électeur, il y a ton nom sur la liste. Au moins, si tu as ton nom sur la liste, tu peux venir avec une autre pièce qui justifie que c'est toi, effectivement. Donc, ça, ils peuvent comprendre s'il y a ton nom sur la liste, tu peux voter. Mais si tu t'es pas fait enrôler, tu ne pourras pas voter. C'était là le bémol. Beaucoup n'avaient pas compris. N'avaient pas compris, exactement. Exactement, comme cet électeur. Dans le 6e arrondissement, Junior vient de relever une petite ce qu'il appelle irrégularité. Il dénote l'absence des forces de défense et de sécurité qui étaient censées sécuriser les bureaux et les urnes. C'est une irrégularité. Ah oui, même moi ce matin j'étais surpris quand je faisais le tour, parce que dans les différents bureaux de vote que j'ai eu à parcourir, je n'ai vu aucun agent membres de forces de défense et de sécurité. Alors que par contre, dans les carrefours, on a vu la présence des forces anti-émeutes avec d'autres unités de l'armée qui patrouillaient. Ouais. Là, il est question, je crois, lors des précédentes élections, le gouvernement envoie dans chaque bureau de vote des militaires pour sécuriser les lieux, pour éviter
des troubles. C'est à dessein qu'ils avaient voté hier pour pouvoir faire ce travail aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Bon, cette fois-ci, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu de déploiement des forces de défense et de sécurité dans les bureaux de vote. Et je suis surpris, par exemple, dans les provinces, j'ai appris qu'il y a eu un déploiement massif des forces de l'ordre, ce qui a créé la psychose au sein de la population civile, qui, par exemple, s'abstient de sortir aujourd'hui, d'aller voter. Parce que la présence militaire, d'habitude, on l'interprète autrement. On pense qu'il y a quelque chose qui est derrière. Les militaires ne se déplacent pas comme tels. Donc, il faut se mettre en sécurité en restant chez soi. Donc, si jamais, dans certaines provinces, on a des résultats qui sont des taux de participation qui sont faibles, cela pourrait s'expliquer par cette présence des forces de l'ordre qui sont déployées un peu partout en ville, au lieu qu'elles soient dans les bureaux de vote. La régie me signale qu'il y a Aimé Dolinassou qui est en attente. Aimé, nous vous retrouvons. Bonsoir. Aimé, bonsoir. Vous nous recevez? Alors, où est-ce que vous êtes exactement? Nous sommes à Amri-Guébé, mais avant tout, après avoir sillonné plusieurs bureaux de vote, nous avons sillonné le 4e arrondissement et après quoi le 5e arrondissement, où précisément nous nous sommes arrêtés au 5e arrondissement, précisément au bureau numéro 4, dans le carré 14, pour voir ce qui se passe là où les Tchadiens se sont déployés pour pouvoir voter. Ce vote qui marque l'arrêt de la transition, mais également un départ à l'ordre constitutionnel. Et actuellement, je suis avec le président du bureau de vote numéro 4 dans le 5e arrondissement, précisément à Amri-Guébé. Lui, c'est Galiné Dominique qui nous fait les détails. Surtout, Galiné, vous pouvez nous dire comment est-ce que les choses se passent ici, précisément dans le 5e arrondissement au carré 14. Merci madame. Depuis qu'on a ouvert le bureau de vote à 6h00, tout marche dans les normes. Il n'y a aucun problème. J'ai constaté aussi que l'engouement aussi nous a fait vraiment plaisir. Depuis 6h jusqu'à 10h, les gens bousculaient devant le bureau de vote, tout passait normalement. Et de 10h jusqu'à 7h-ci, je sais qu'il n'y a pas assez de gens, mais nous ne sommes pas manqués de 2 ou 3 personnes. Mais je sais que c'est la chaleur. Et jusqu'à 15h, je sais que les gens vont revenir pour voter normalement, pour mettre terme à la transition. Et sinon, tout passe bien dans notre bureau de vote. Les 4 bureaux de vote, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Merci beaucoup. Merci, merci Ghislaine. Dominique, quant à lui, dit que tout se passe bien dans le 5e arrondissement, surtout précisément au bureau numéro 4, situé dans le carré 14. Et d'ici là, nous revenons pour le déploiement dans 3h30. Évidemment, Aimé, nous vous Ghislaine. retrouverons dans un instant pour le dépouillement à la dernière heure, sinon au dernier électeur qui votera. Nous reviendrons sur ce plateau. Aimé, je signale qu'elle est dans le 5e arrondissement à Amri-Guébé et qu'elle a eu à interviewer ce président de bureau de vote qui signale que tout va bien, que jusqu'à ce matin, il y avait de l'engouement, il y avait de la participation et qu'il estime qu'en ce moment précis, il y a de la chaleur, donc en début de soirée, les uns et les autres, sinon les retardateurs allaient venir pour voter une fois de plus. Je me tourne vers vous. On dénote l'absence des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce que ça pouvait y avoir? Qu'est-ce que ça pouvait faire, cette absence? Est-ce que c'est si grave? Ça peut être grave. Normalement, c'est pas pour rien que voilà, un jour, l'heure a été dédiée pour voter. Yeah. Comme pour le référendum d'ailleurs, ils ont voté un jour à l'avance. C'est pour leur permettre d'être disponibles pour assurer la sécurité lors du vote des civils. Donc normalement, ils devraient être déployés dans les bureaux de vote pour assurer la sécurité aujourd'hui. Maintenant, c'est les bureaux de vote présents qui veut présager. On ne sait jamais, peut-être que voilà, les troubles peuvent survenir si ça survient et ils ne sont pas là.
Donc voilà, ça peut poser problème. C'est ce qu'on redoute. Ce sera votre dernier mot parce qu'on mettra un terme à cette deuxième partie d'édition spéciale de cette première journée. Madison Bengardina, vous avez quelque chose à ajouter? Voilà. Merci. Déjà, quelque chose à ajouter, c'est que, disons, cette élection, il faut le préciser, voilà, ça vient mettre un terme à 3 ans de transition. Donc voilà, c'est 8 millions de Tchadiens qui sont appelés à voter le futur président. La question qui s'achève, et puis voilà. Peut-être les résultats seront donnés dans 2 semaines, et puis voilà. Avant les 2 semaines déjà, il faut préciser que voilà, les candidats ont 5 jours après l'élection pour déposer des recours éventuels. Et voilà, le Conseil constitutionnel a 10 jours pour statuer. Donc avant l'élection. Les résultats, voilà, dans 2 semaines. Donc voilà, maintenant l'élection se passe, on attend. On attend de voir. On attend de voir. Le prochain président du Tchad. Évidemment, on attend de voir. Christian, un dernier mot. Alors, on attend de voir le 21 avril pour la proclamation des résultats provisoires. Et si jamais éventuellement on a un deuxième tour, rendez-vous en juin. Ne perdons pas aussi de vue les élections législatives qui seront peut-être organisées sous l'ère du nouveau président. Voilà. Ce seront des étapes à franchir, chers téléspectateurs, chers auditeurs également de Radio au Tchad Info, chers internautes, vous qui nous suivez sur nos plateformes digitales. Nous bouclons cette deuxième partie d'édition spéciale présidentielle. Nous nous excusons pour les aléas du direct que vous avez pu constater, les images qui n'étaient pas assez claires, le son qui buguait, la connexion, ce sont les aléas du direct et nous nous en excusons. À très bientôt pour la suite de cette journée. Ce sera avec mon confrère Hamid à 19h45. Rendez-vous tout à l'heure et merci de suivre Tchad Info TV. Bonsoir.